Chapitre 3. Le contrat de société. Premier point, l'obligation de faire des apports. Si tu veux créer une société, tu dois forcément lui donner quelque chose à sa création. L'absence d'apport est une cause de nullité de la société. Imagine que toi et tes amis décidez de créer une société, mais personne n'apporte rien. Eh bien, la société n'existera même pas. Attention à ne pas faire d'apport fictif. L'apport fictif, c'est quelque chose sans valeur réelle ou utilité pour la société. Par exemple, si tu apportes un terrain, mais qu'en réalité, ce terrain n'existe pas. Sache quand même que si seulement quelques apports sont fictifs, ce n'est pas une cause de nullité. En clair, si tu apportes 100 € et un terrain qui n'existe pas, le fait que le terrain soit fictif n'entraîne pas la nullité de la société. Juste, on dira qu'elle n'est créée qu'avec 100 €, point. En contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent des parts sociales ou des actions dont la valeur peut fluctuer en fonction du marché. Donc, si tu apportes de l'argent à la société, tu recevras des parts de ta société en échange. Point suivant, les différents types d'apports. L'apport numéraire. C'est simplement le fait de mettre de l'argent à disposition de la société. Par exemple, tu promets d'apporter 10 000 € à la société, donc c'est la souscription, et puis plus tard, tu lui verses effectivement cet argent, c'est la libération. L'apport en nature. Tu peux apporter tout bien meuble ou immeuble, comme une voiture ou une maison. Mais si tu apportes une maison, ça nécessite un acte notarié et une inscription à la conservation des hypothèques. L'apport en industrie. Tu apportes ton savoir-faire ou tes compétences. Par exemple, si tu es développeur web, tu apportes tes compétences à la société. Attention, ça ne peut pas être évalué de la même manière que les apports en numéraire ou en nature. Quel que soit le type d'apport, il y a différentes manières d'apporter. L'apport en pleine propriété. Tu transfères la propriété d'un bien à la société qui en devient propriétaire. Par exemple, tu apportes ton appartement à la société et elle en devient donc la nouvelle propriétaire. L'apport en jouissance. Tu restes propriétaire du bien, mais la société peut l'utiliser. Par exemple, tu apportes ta voiture à la société pour qu'elle l'utilise, mais tu restes le propriétaire et tu peux la récupérer en cas de problème. L'apport en usufruit. La société peut utiliser le bien et en percevoir les revenus, mais ne peut pas en disposer. Par exemple, tu apportes un immeuble dont la société peut percevoir les loyers, mais elle ne peut pas le vendre. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG/DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. L'apport en nue propriété. La société peut disposer du bien, c'est-à-dire le vendre, le détruire ou le transformer. Mais l'usufruit, le droit d'utiliser et de percevoir les revenus, reste à l'apporteur. Par exemple, tu apportes ta maison en nue propriété à ta société. Elle devient donc l'officiel propriétaire, mais elle ne peut pas l'utiliser ni en tirer les loyers. Juste, c'est elle la vraie propriétaire, et après ton décès,
elle va récupérer tous les droits sur l'appartement. Et là, elle pourra en faire ce qu'elle veut. Point suivant, la distinction entre une société et une association. C'est important de comprendre la différence entre une société et une association. Une société a un but lucratif, alors qu'une association n'a pas de but lucratif. Les conditions de constitution d'une société sont aussi plus strictes et les associés ont une responsabilité civile, contrairement aux adhérents d'une association. Si toi et tes amis créent une société pour vendre des produits, vous avez des responsabilités et des bénéfices à partager, ce qui n'est pas le cas dans une association de sport. Le bénéfice, c'est ce qui ajoute de la fortune aux associés. Si ta société gagne de l'argent grâce à ses ventes, cet argent est le bénéfice. En principe, il est réparti proportionnellement aux parts de chaque associé dans le capital social, mais ça peut être différent selon les statuts. En clair, si tu as 50% de la société, tu touches 50% des bénéfices. Point suivant, la contribution aux pertes. La contribution aux pertes, c'est le fait que les associés payent les pertes de la société. Ce principe n'a lieu qu'à la dissolution de la société, sauf si les statuts ou la loi prévoient une contribution anticipée, c'est-à-dire avant la dissolution. En clair, si ta société fait faillite, les associés doivent contribuer aux pertes. Et là, on distingue deux cas possibles. Dans les sociétés à risque illimité, les créanciers peuvent se retourner contre les associés. Alors que dans les sociétés à risque limité, c'est limité aux apports, c'est-à-dire que si tu as apporté 100 € à la société, tu ne peux perdre que 100 €. Point suivant, interdiction des clauses léonines. Une clause léonine, c'est une clause dans les statuts qui attribue tout le bénéfice ou toute la perte à un seul associé sans prendre en compte les autres. Par exemple, tu peux pas écrire dans les statuts que toi seul recevras tous les bénéfices de la société en laissant les autres sur le carreau. C'est interdit. Point suivant, l'affectio societatis. L'affectio societatis, c'est l'intention commune des associés de collaborer sur un pied d'égalité. Par exemple, c'est toi et tes amis qui décidez de créer une société, sachant que vous avez tous l'intention de travailler ensemble pour le succès de l'entreprise. Cette volonté doit exister dès la création et jusqu'à la fin de la vie de la société. Point suivant, les conditions de forme. Les statuts doivent être écrits et signés. En général, c'est un acte sous seing privé, sauf s'il y a un immeuble qui est impliqué, auquel cas il faut faire appel au notaire et ça devient un acte notarié. Après la signature des statuts, il y a des formalités postérieures comme l'insertion d'un avis de constitution dans un châle et le dépôt de la demande d'immatriculation au greffe du tribunal de commerce. Donc une fois que vous avez signé les statuts, vous devez publier un avis et enregistrer la société pour qu'elle soit officiellement reconnue.